Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue aux ADF Talk. La Russie, qui est une conversation en tête-à-tête à un moment où le paysage diplomatique mondial est, disons-le, sous une pression et une transition extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de son Excellence Monsieur Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Comme nous le savons tous, c'est un homme d'État expérimenté et l'une des figures les plus durables de la diplomatie mondiale. Monsieur Lavrov occupe le poste de diplomate en chef de la Russie depuis 2004. Du Conseil de sécurité de l'ONU aux pourparlers de Genève et au-delà, il a façonné et répondu aux moments pivots des affaires mondiales au cours des 2 dernières décennies. Aujourd'hui, alors que l'architecture et les infrastructures de sécurité européennes sont soumises à une pression immense et que l'ordre mondial se fragmente en visions concurrentes, nous nous interrogeons sur la posture de la Russie, sa stratégie, ses alliances et sa vision du monde. Nous explorerons dans l'heure qui suit la perspective du ministre Lavrov sur cette réalité géopolitique en évolution. Que veut la Russie? Quel rôle se voit-elle jouer dans un monde multipolaire émerge? Et comment définit-elle la paix, la puissance et la diplomatie au XXIe siècle? Commençons donc. Ministre Lavrov, bienvenue à Antalya une fois de plus. Je sais que vous répondrez probablement dans votre langue maternelle, le russe. Mais si je peux poser cette question en anglais, vous voyez une salle comble ici. Je pense qu'après le président Recep Tayyip Erdogan, vous êtes de loin la figure la plus populaire. Comment cela fait-il d'être une rockstar de la diplomatie? Eh bien, je pense que si nous avons des chefs d'État qui sont de vrais rockstars, alors il n'y a rien de mal à ce que les diplomates soient ce qu'ils sont. Et si les gens aiment ça, si les gens trouvent cela amusant, alors qu'il en soit ainsi. Eh bien, je pense que, comme on dit, la preuve est dans le pudding. C'est une salle comble. L'année prochaine, nous devrions peut-être demander le théâtre antique d'Aspando. À environ 14 km d'ici, il peut accueillir 14 000 personnes, je crois. Quoi qu'il en soit, l'année dernière, j'ai eu le privilège et l'honneur de partager la même scène que vous. Et l'une des choses que vous avez cherché à souligner était l'émergence d'un monde multipolaire. 12 mois plus tard, comment évaluez-vous l'état actuel de cette transition? Et dans quelle mesure cette trajectoire a-t-elle répondu aux attentes de votre pays? Eh bien, je pense que la tendance s'est encore renforcée. De plus en plus de pays, grands, moyens, petits, souhaitent avoir une voix égale dans les affaires mondiales, en pleine conformité avec la Charte des Nations Unies, qui stipule que l'ONU est fondée sur l'égalité souveraine des États. De plus en plus de pays veulent déterminer leur propre destin, obtenir un traitement équitable, une concurrence loyale dans l'économie, le commerce et d'autres domaines, conformément aux principes de la mondialisation promus pendant des décennies par nos amis occidentaux, surtout les États-Unis. Mais lorsque tout le monde s'est convaincu que la mondialisation s'arrêtait, nous avons observé une fragmentation de l'économie mondiale. C'est une période d'incertitude, personne ne sait comment la situation du commerce et des investissements mondiaux va évoluer. Il n'y aura pas de fin, mais de nouveaux rebondissements. Cependant, concernant la multipolarité, elle gagne du terrain, sans aucun doute. Pas seulement les grands pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Indonésie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et bien d'autres estiment qu'ils méritent une voix dans les affaires mondiales. La multipolarité est une chance pour les principes de la Charte de l'ONU de se concrétiser. Car avant, pendant cette mondialisation et surtout pendant la guerre froide, l'égalité souveraine des États n'a jamais été respectée par nos homologues occidentaux. Si l'on examine rétrospectivement l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale et la création de l'ONU, il n'y a pas eu un seul conflit où les dirigeants occidentaux auraient traité les parties en présence comme des égaux. Je comprends que cela puisse paraître idéaliste, et peut-être que cette égalité ne sera jamais pleinement réalisée. Mais les principes de la Charte, rédigés par les pères fondateurs, prévoyaient déjà la multipolarité, tout comme ils prévoyaient le respect des droits de l'homme et le droit des nations à déterminer leur propre destin. Cette dynamique est en plein essor, les manifestations sont nombreuses. Il est très important de souligner que, dans notre vision de la multipolarité telle que nous la promouvons avec nos partenaires de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS et de l'Union économique eurasiatique, cette multipolarité n'exclut pas l'Occident. Elle inclut tout le monde, comme la Charte nous y engage. Je ne vois aucune raison pour laquelle la Chine et les États-Unis ne devraient pas avoir de bonnes relations. Pourquoi la Russie et les États-Unis ne devraient pas coopérer? Pourquoi chacun ne devrait pas être traité avec respect et compréhension de ses intérêts nationaux? J'ai eu des contacts avec des membres de l'administration américaine et j'ai apprécié leur message. La politique étrangère des États-Unis est fondée sur leurs intérêts nationaux, mais ils reconnaissent que les autres pays ont aussi leurs propres intérêts. Ces intérêts ne coïncideront jamais totalement, peut-être même à moitié. Mais lorsque les intérêts,
surtout ceux des grandes puissances, convergent, il est essentiel de trouver des moyens de les concrétiser dans des projets économiques et logistiques mutuellement bénéfiques. Lorsque ces intérêts divergent, c'est la responsabilité des pays, surtout des grandes puissances, d'empêcher que ces différences ne dégénèrent en confrontation, surtout en conflit armé. C'est une position que nous soutenons pleinement et que nous avons toujours défendue. Un dernier élément sur la multipolarité. Dans notre région, les questions de sécurité après la Seconde Guerre mondiale ont été abordées selon une logique euro-atlantique. L'OTAN, bien sûr, et l'IE, initialement purement européenne. Mais récemment, l'IE a signé un accord avec l'OTAN, intégrant pleinement les politiques euro-atlantiques, y compris en mettant son territoire à disposition pour les plans d'expansion de l'OTAN. Toutes ces constructions euro-atlantiques ont échoué à consolider la sécurité et la stabilité. Ce qu'elles ont réussi, c'est à attiser les tensions et à remilitariser l'Europe, y compris l'Allemagne, malgré une dégradation de la situation économique et sociale. Les efforts de cette communauté euro-atlantique se concentrent sur la préparation d'une nouvelle guerre, avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en tête. Si l'on observe le monde aujourd'hui en Afrique, en Asie, en Amérique latine, il existe de nombreuses organisations sous-régionales. En Eurasie, il n'y a jamais eu de structure continentale unificatrice. Les tentatives de projets unificateurs n'ont été menées que sur la base du concept euro-atlantique. Le président Poutine a proposé l'an dernier une discussion sur une architecture de sécurité eurasiatique, ouverte à tous les pays sans exception, y compris la partie occidentale du continent, où toutes les organisations régionales seraient invitées à participer. Nous avons commencé il y a quelques années à construire des ponts entre l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN et d'autres. Nous appelons cela le Grand Partenariat eurasiatique, une base matérielle potentielle pour un futur système de sécurité ouvert à tous. Je pense que nous sommes favorables à une discussion interactive. Avec votre permission, je m'arrête ici. Non, non, je vous en prie, continuez. Pensez-vous que c'est peut-être l'échec de l'Occident, de certaines institutions et organisations qu'ils ont créées après la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez décrit comme un échec? Ce sont vos mots, et le fait que vous parliez d'un grand partenariat eurasiatique, au-delà de l'aspect militaire et stratégique, est-ce un succès pour le XXIe siècle? Non, nous ne pouvons pas qualifier de succès quelque chose qui est encore en train de naître dans les esprits. Mais le processus d'analyse de la situation repose sur les échecs des modèles euro-atlantiques de sécurité. L'OTAN aurait dû être dissoute dès la disparition de l'Union soviétique, après la fin du traité de Varsovie. Certains à l'Ouest disaient « Concentrons-nous sur l'OSCE, donnons-lui une impulsion, unissons-nous dans cette organisation ». Les promesses faites à Gorbatchev en 1991, puis à Yeltsin, il y a des mémoires où l'on demande « Pourquoi n'avez-vous pas insisté sur des garanties écrites quand James Baker a dit que l'OTAN ne bougerait pas d'un pouce vers l'Est ?» Ma réponse m'est venue ainsi. Dans l'histoire russe, depuis le XVIIIe siècle, quand le commerce florissait, personne ne signait de contrat. On se serrait la main, parole d'honneur. Et cette parole n'a jamais été violée. Ceux qui dirigeaient l'OTAN à l'époque n'avaient probablement aucun lien avec cette tradition d'honneur. Mais l'OTAN non seulement est restée, mais on a déclaré qu'elle serait la seule organisation garantissant la sécurité. En 1999, au sommet d'Istanbul, l'OSCE a adopté une déclaration solennelle. La sécurité est égale et indivisible. Chacun a le droit de choisir ses alliances, mais pas au détriment de la sécurité des autres. Puis, plus clairement, aucun pays, groupe de pays ou organisation dans l'espace OSCE ne peut revendiquer la domination. Et l'OTAN a fait exactement le contraire. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a maintes fois mis en garde contre cette voie dangereuse. En 2007, à Munich, son discours était visionnaire. Malheureusement, en 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, où j'étais avec Poutine, l'Allemagne et la France ont bloqué l'ouverture de négociations pour l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine. Mais elles ont inscrit dans la déclaration que ces pays seraient dans l'OTAN. Poutine a demandé à Merkel « Quelle est la différence ?» Elle a répondu « C'est juste une déclaration politique. Nous avons évité un processus légal. » C'était puéril. Quelques mois plus tard, Saakashvili a perdu la tête en attaquant les casques bleus russes en Ossétie du Sud, violant les accords de l'OSCE. En 2010, à Astana, le dernier sommet de l'OSCE, la formule d'Istanbul a été répétée. Personne ne peut renforcer sa sécurité au détriment des autres. Mais l'expansion de l'OTAN a continué. Nous avons alors proposé de codifier ces principes dans un accord juridiquement contraignant. Sous Obama,
On nous a répondu. Vous ne comprenez pas? Les garanties contraignantes, c'est seulement dans l'OTAN. Nous avons dit. Mais votre président a signé cette déclaration de l'OSCE. Ils ont répondu, c'est politique. La tromperie. Toujours la tromperie. Nos dernières tentatives, en 2008, 2010, puis en 2021 avec des projets d'accord Russie-OTAN et Russie-États-Unis. Sans résultat. Mon point est que l'OTAN n'a pas renforcé la sécurité. Elle a été manipulée par ceux qui refusaient de partager les bénéfices de la sécurité, voulant tout garder pour eux. L'OSCE, une autre création euro-atlantique, a échoué quand le principe de consensus a été violé. Minorité nationale, liberté des médias. Tout cela n'intéresse plus personne. Ils ont échoué, mais nous ne proposons pas un nouveau club fermé. Tous les continents ont leur toit continental, pas l'Eurasie. Pourtant, l'Eurasie est la plus vaste, la plus riche. L'Afrique aussi est riche, mais n'a pas encore exploité son potentiel. Et d'un point de vue civilisationnel, le nombre de grandes civilisations issues d'Eurasie, la Turquie, la Chine, la Perse, l'Inde, la Russie, plus jeune, mais permettez-moi de dire qu'elle est aussi grande. Tout cela mérite une architecture commune.